ici Dorine et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'investisseurs. L'objectif de ces épisodes, c'est de rentrer dans du concret, de partager des parcours d'investisseurs divers et variés pour à la fois vous apprendre plein de choses grâce à leurs expériences, mais aussi vous donner une bonne dose de motivation. Aujourd'hui, j'accueille Pauline. Pauline est également passionnée d'écologie, donc on va vraiment avoir un angle d'attaque sur son parcours teinté également de soucis de rester respectueux de l'environnement tout en investissant en immobilier. Donc, ça va être un interview super intéressant. Je l'ai découverte sur les réseaux sociaux, sur son compte. Son compte, c'est quoi déjà, pardon? Immo Durable. Pauline Immo Durable. Pauline Immo Durable. Voilà. Enchantée, Pauline. Bienvenue dans cet épisode. Merci, Dorine. Merci de m'inviter. C'est mon premier podcast, donc je suis ravie de pouvoir le faire avec toi. Eh ben, je suis ravie que je sois ta première. Donc, c'est parti. Donc, du coup, toi, Pauline, déjà, avant de commencer, moi, j'aime toujours bien commencer par l'enfance de la personne pour savoir d'où tu viens. Voilà, est-ce que tu avais des parents investisseurs? Quel était le mental? Est-ce qu'ils avaient une résidence principale et c'est tout? Est-ce qu'ils avaient fait d'autres trucs? Et quels étaient aussi leur rapport à la consommation? Est-ce que c'est plutôt des gens qui consommaient tout ce qu'ils gagnaient ou est-ce qu'ils étaient plutôt économes? En fait, avoir un petit peu ton éducation financière initiale de par ton enfance. Oui, c'est très intéressant d'avoir un aperçu du contexte familial. Donc moi, je suis issue d'une famille plutôt de fonctionnaires. Mes deux parents sont instits, donc il n'y avait pas du tout de notion d'investissement immobilier. Par contre, c'était pas non plus des fonctionnaires comme les autres. Je vais m'expliquer après pourquoi. Et donc, on a commencé en location. Et au cours de mon enfance, en fait, mes parents ont décidé de construire par eux-mêmes une maison. Et alors, je pense que c'est un petit peu ce qui a motivé ensuite ma volonté de rénover des appartements. C'était quelque chose d'assez incroyable parce qu'en fait, ils y connaissaient vraiment rien en rénovation. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas forcément les moyens d'avoir la maison qu'ils voulaient. Et donc, mon grand-père leur a dit, écoutez, vous allez la construire par vous-même, cette maison. Et ils se sont lancés dans ce projet pendant 3 ans, en fait, en dehors de leur travail d'instit. Donc tous les week-ends, toutes les vacances, parfois certains soirs, ils allaient sur le chantier pour construire de leurs propres mains une maison. Donc ça, je l'ai vu de mes 7 à 10 ans et autant vous dire que même si sur le moment, j'y pensais pas forcément, en fait, ça a été une sacrée source de motivation pour la suite et de me dire, voilà, en partant de pas grand-chose niveau connaissances et compétences, on peut quand même faire de belles choses. Donc je les remercie d'ailleurs, mes parents et puis mon grand-père pour avoir amorcé ce beau projet. Et c'est la maison dans laquelle je me trouve aujourd'hui d'ailleurs, pour la petite anecdote. D'accord. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais, donc du coup, ils avaient déjà une force de caractère et de détermination très présente. Trop bien. Exactement. Donc ensuite, j'ai suivi un parcours de fonctionnaire parce qu'actuellement, je suis salariée du ministère de l'écologie en tant qu'ingénieur fonctionnaire. Et par contre, au cours de mon adolescence puis de l'âge adulte, j'ai eu des intérêts pour l'investissement immobilier. Donc ça a commencé par un ami de mon père, en fait, où à un moment donné, je me suis posé la question de ce qu'il faisait comme métier, parce qu'il était assez souvent en vacances. Donc j'ai demandé à mon père, voilà, qu'est-ce qu'il fait ton ami comme métier? Il m'a répondu, écoute, il a plein d'appartements, il les loue, il les entretient, et puis ça lui suffit pour vivre. Donc c'était la définition de rentier, on va dire. Et je l'ai découvert à cette époque-là, pendant mon adolescence, et ça a commencé à faire tilt dans ma tête. Tiens, on peut vivre d'autres choses que d'un salaire, on peut faire des investissements immobiliers. Et ça, je l'ai concrétisé une fois que j'ai eu mon premier salaire. À 22 ans, j'ai acheté ma première maison avec mon copain de l'époque. On a rénové. Et puis 3 ans après, on a été mutés et on s'est rendu compte qu'on avait fait une plus-value sur cette maison. Et là, ça a confirmé vraiment le pouvoir de l'immobilier en se disant, voilà, on a fait prendre de la valeur à un bien et on a réussi à s'enrichir personnellement grâce à ça.
Attends, alors moi j'ai déjà des questions qui m'arrivent parce que c'est trop intéressant ce que tu dis. Déjà, en fait, ce que je trouve incroyable. Alors moi, je sais, ma mère, elle était fonctionnaire aussi. Elle était médecin fonctionnaire. Mhm. Et je trouve ça super intéressant ce que tu as dit tout à l'heure sur l'ami de ton papa. C'est que moi, ma mère, elle avait que des potes fonctionnaires qui faisaient la même chose qu'elle. C'est-à-dire que dans mon entourage, du côté de ma mère, en tout cas, mon père était pas quelqu'un de très sociable, donc on va dire qu'il avait moins d'amis, mais dans le cercle d'amis de ma mère, j'avais que des fonctionnaires, mais tu vois, avec un mental, je sais pas comment dire, c'est peut-être bizarre de dire, mais un mental de fonctionnaire. Désolée, j'utilise peut-être pas les bons mots, mais du coup, non, je comprends. tu comprends peut-être ce que je veux dire. Et du coup, comment ça se fait que ton père avait un ami comme ça, du coup? Enfin. Alors, ce qui est fou, c'est que, ouais, ils se sont rencontrés dans la même formation, donc de professeurs des écoles. Et rapidement, cet ami, il s'est rendu compte qu'il n'était pas fait pour des enfants, et il a cherché d'autres moyens de s'enrichir. Et en fait, il a commencé à rénover des appartements avec son frère, les mettre en location. Et puis, en fait, c'était une période où, bien sûr, c'était des prix encore assez bas, où la rentabilité était assez importante. Et puis les banques, en fait, continuaient à prêter avec un calcul qui était quand même favorable. Et donc, il a jamais ou quasiment jamais exercé son métier d'instit, et il a tout de suite été dans l'investissement à être rentable. Voilà, mais ils sont partis de la même formation, c'est ça qui est intéressant. Donc, et il l'a pas renié, il a pas dit ah mais toi je sais pas. Non, pas du tout. Ils sont restés potes. Ils sont restés proches jusqu'à maintenant. Voilà, pendant des décennies. Ah, c'est incroyable, trop cool. Et du coup, alors forcément, d'avoir un ami comme ça, même ton père, du coup, il devait avoir une vision de l'investissement immobilier un peu différent, le fait d'avoir vu quelqu'un le faire, ou est-ce que ça avait changé quelque chose d'avoir un ami comme ça? Oui, je pense que ça l'a aussi motivé pour faire ce projet de construction de maison. Après, c'était pas vraiment dans ses goûts de gérer des locataires, donc il s'est jamais vraiment lancé dedans. Mais voilà, en tout cas, il a eu quand même la preuve que ça pouvait fonctionner, et ça l'a, à mon avis, aidé à investir dans un terrain et une construction de maison. Mais voilà, après, il a pas forcément cherché à investir de son côté. Ok, donc là, toi, à 22 ans, tu te dis, bah vas-y, j'achète direct ma maison. En plus, au vu du succès que tes parents ont eu avec leur construction, que toi, tu as vu quand tu étais jeune, bah forcément, tu t'es dit, allez, vas-y, go, j'achète direct ma maison. Et tu avais en fait directement aussi cette sensibilité à, je veux avoir une forme de liberté financière. Enfin, c'était quelque chose qui t'étais attiré par, j'allais dire, par l'argent, mais c'est bizarre de dire ça, parce que ça fait un peu... Mais t'étais intéressé. La liberté financière. Ouais, voilà, t'étais sensible en tout cas. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils se déconnectent de l'argent en se disant non, mais l'argent, c'est pas important. Peut-être t'avais quand même cette conscience de attends, l'argent, c'est quand même cool et ça va être pratique pour faire ce que j'ai envie. Ah ouais, alors je pense que c'est quand même assez récent. À l'époque, je suis pas sûre que je me projetais là-dedans, parce que pour moi, j'allais être salariée toute ma vie et suivre le schéma traditionnel, hein, maison, salaire, puis les vacances quand on peut, quoi. Puis en fait, c'est petit à petit, en investissant, en me rendant compte que finalement, ça faisait des revenus assez conséquents, et que si on multipliait, on pouvait effectivement atteindre cette indépendance financière. Mais je dirais que ça fait que 2 ou 3 ans que j'ai cette notion en tête. Donc c'est vraiment arrivé sur le tard. Voilà, après, devenir vraiment rentière, ça je sais pas, parce que j'aime quand même garder une activité professionnelle. Par contre, le fait de pouvoir se lancer par soi-même en entrepreneuriat, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup. De pouvoir choisir, un peu comme toi, j'imagine, quand on travaille, où on travaille et pour qui. Et pour moi, c'est ça la vraie liberté, c'est de pouvoir choisir son travail et les conditions, en fait. C'est ça que je recherche avec l'immobilier. C'est pas forcément de m'arrêter complètement et d'être en vacances toute l'année. Ouais, parce qu'en réalité, ça, j'ai essayé, mais c'est pas drôle. Je le dis, mais être en vacances tout le temps, c'est juste pas drôle et on s'ennuie. Donc, je pense pas que ça existe vraiment des gens. Enfin, ça doit être rare, mais tu sais, d'être vraiment heureux à rien faire, j'y crois pas trop. Ouais, c'est bien un temps, mais on finit par s'ennuyer, je pense. Ouais. Donc, donc du coup, donc j'ai tout compris. Donc, Super. tu revends ta maison avec une plus-value à 25 ans suite à une mutation. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais avoir la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Suspense. Et là, je décide de continuer, de réinvestir, parce que ça me manquait, en fait, de pas faire de travaux. Je me suis lancée seule cette fois-ci sur un appartement à Lyon.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, j'imaginais que ça allait être ma résidence principale. J'étais encore sur ce schéma de résidence principale. Donc, j'achète un appartement assez vieillot qui avait besoin de travaux. Je le rénove en partie par moi-même. J'ai aussi aidé d'artisans parce que, bon, quand même, niveau plomberie, j'avais peur de faire des bêtises. Et puis, quelques mois après, je me rends compte que je vais le mettre en location parce qu'il y a une forte demande, notamment en courte durée, à Lyon. Et que je vais revenir dans mes terres natales de Provence, à Avignon. Donc actuellement, ce logement-là est en courte durée à Lyon. Et ensuite, j'enchaîne forcément à Avignon avec un autre investissement. Donc c'était l'année dernière. Là, plutôt sur du longue durée, du meublé longue durée. Et là, cette fois, tu as arrêté de vouloir acheter ta résidence principale. Oui, ouais, tout à fait. Parce que j'ai commencé après à écouter des témoignages d'investisseurs, de voir que bon, la résidence principale, c'est bien, mais il faut aussi qu'il y ait une rentabilité quand même locative qui est pas forcément permise par toutes les résidences principales. Donc cet investissement à Avignon, puis là il y en a un autre en cours à Orange. Il y a donc la maison dans laquelle je suis qui a une dépendance qui n'était pas utilisée, donc je suis en train de créer un logement dans cette dépendance. Je fais pas mal de choses par moi-même également, ça aide pour diminuer le budget de travaux. Puis il y a une dernière offre en cours sur un appart à Avignon encore. Donc ça fera 5 logements à la fin de l'année, si tout va bien. Ah ouais, donc alors attends, parce que là c'était rapide et j'ai des questions qui me sont venues entre-temps. Donc déjà, ce que je voulais bien comprendre, c'est que comment tu t'es dit, j'ai envie de faire déjà les travaux moi-même en fait. Et est-ce que j'ai l'impression que tu es quelqu'un d'assez manuel qui donc c'est vraiment dit, je vais faire une partie des Pas choses du tout. moi-même. Ok. De base, je suis vraiment pas manuelle. D'ailleurs, ma mère me taquinait avec ça en disant que voilà, j'étais un peu empotée. Mais au final, en fait, c'est pour dire qu'on peut vraiment apprendre en partant de rien, même si on a l'impression qu'on n'est pas fait pour ça. Si on est motivé et qu'on s'y met et qu'on répète, on peut vraiment arriver après à être compétent. Alors, je dis pas que je suis très rapide et efficace, mais en tout cas, j'arrive de plus en plus à faire des travaux par moi-même. Et cette volonté-là, c'est d'abord par souci d'économie financière, parce que parfois on a des projets, on peut pas forcément financer toute l'enveloppe travaux, donc on essaye de diminuer sur certains coûts. Et aussi, c'est la satisfaction vraiment moi que je ressens de faire quelque chose par soi-même et de voir le résultat en fait de ce qu'on a fait. C'est vraiment quelque chose de gratifiant, je trouve, de voir comment était un logement à l'état initial et comment on a réussi à le transformer. Et ça, pour moi, même si dans l'investissement immobilier, on conseille souvent de faire appel à des artisans, que c'est mieux en termes d'efficacité de temps, il y a quand même cette notion de gratitude qui, moi, franchement, me passionne, quoi. Enfin, de pouvoir rendre un logement agréable par soi-même, c'est quelque chose d'assez fou, je trouve. Donc, j'essaye d'en faire un petit peu. Et alors du coup, à la limite, franchement, moi, j'ai envie de rentrer un peu dans la partie travaux parce que là, ça m'intrigue et tout. Déjà, tu Ouais. les fais seul ou est-ce que tu as des gens qui t'aident? Alors, certains travaux seuls, mais j'ai beaucoup d'aide. Alors ça, vraiment, c'est quelque chose qui permet d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut penser. Il y a toujours des gens qui viennent me montrer au début comment on fait, même par la suite, juste pour la motivation, ça aide vraiment. Et comment tu fais pour les trouver, ces gens-là, du coup? Alors, au tout début, c'était justement mon ex-compagnon avec qui on a rénové cette première maison. Et ensuite, avec le réseau d'investisseurs qui se crée, il y a plusieurs personnes qui proposent d'aider. Aussi, une astuce, c'est d'aller sur le site Allo Voisin, que j'utilise beaucoup, où on peut demander des petits travaux à des voisins, qui peuvent être soit amateurs, soit professionnels. Et le site est très réactif, donc ça, je vous le recommande si vous avez besoin d'une aide pour poser une cuisine, poser du carrelage, faire une terrasse. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Allo Voisin, c'est vraiment un bon plan pour se faire aider, mais aussi faire par soi-même, accompagner, quoi. Donc, du coup, ça, c'est, entre guillemets, c'est payant. C'est-à-dire, tu peux trouver un amateur ou un professionnel et pour quelques, je sais pas, centaines d'euros, il vient pour une demi-journée ou je sais pas Ouais, comment ça marche. tout à Et, fait. et tu passes du temps avec lui et en même temps, il t'apprend. Exactement, voilà, c'est ça. Le prix est convenu entre les deux parties. Et puis ensuite, soit on est présent avec la personne pour faire les travaux, soit on la laisse faire carrément comme un artisan classique.
Et du coup, tu tombes plutôt sur des amateurs ou plutôt sur des professionnels? Enfin, je veux dire, c'est quel profil finalement que tu sélectionnes à chaque fois? Alors, ça dépend des travaux à faire. Quand je sais que c'est du petit bricolage ou du jardinage, par exemple, aussi, ça peut être plutôt des amateurs. Et par contre, quand c'est un peu technique, là, plutôt viser des auto-entrepreneurs, par exemple, qui ont leur société de travaux. Je Ok, conseillerais ok. plutôt comme ça. Et du coup, alors attends, on va partir un petit peu sur les corps de métier, ça m'intéresse rapidement. Du coup, la démolition, ça, c'est pas compliqué. Enfin, je sais pas, moi, je me dis que c'est pas compliqué. La première chose que j'ai faite. C'est la première chose qu'on peut finalement ne pas déléguer et choisir de faire soi-même. Ouais, Et exactement. éventuellement, si jamais on galère, de demander à nos voisins de trouver quelqu'un qui est motivé pour nous aider à Oui, descendre quelques apporter sacs de surtout les gravats, gravats. ouais. Ouais, exactement. C'est ce que j'ai fait il y a 2 semaines. J'ai cassé une cloison qui était en petites briques et j'ai pris un allo voisin pour m'aider à apporter tous ces gravats du 4e étage. Ok. Et on a réussi à faire ça en 2 heures. Voilà, c'était très sympa. En plus, bonne ambiance. On est deux, c'est beaucoup mieux que tout seul. Juste, alors, question bête. Moi, je sais que des fois, il y a des murs qui, même s'ils sont pas l'air porteurs, parce que c'est pas du béton, peuvent quand même l'être. Oui, Du coup, oui, comment oui. tu sais? Parce que, enfin, je veux juste que les auditeurs se disent pas, ah, Ouais, tiens, ouais. je vais péter un mur toute seule. Donc, comment Faut tu s'en sais que... assurer. Alors, il y a une première astuce, c'est de voir le matériau dans lequel est fait le mur. Donc, si c'est une cloison ou des petites briques rouges, ça craint pas. Et après, pour le reste, je saurais pas dire précisément, mais ce qui est pas mal à faire si on est dans une copropriété, c'est d'aller voir les appartements au-dessus et en dessous et de voir comment c'est configuré. Et si dans chaque appartement, il y a le même mur au même endroit, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il est certainement porteur. Après, se renseigner avec des artisans qui s'y connaissent. Voilà, je pense que qu'un artisan peut rapidement dire si c'est porteur, mais tu fais bien de soulever ce point parce que il faut pas se retrouver avec le plafond qui tombe Ouais, en non, même mais temps. c'est clair d'avoir... Parce que je sais que nous, on avait des murs en latis. Alors, je sais que le latis, c'est une espèce de bois mélangé avec autre chose. Enfin, c'est des vieux murs d'immeubles anciens qui sont du coup pas très épais, pas très solides. Enfin, mais ils sont quand même porteurs parce que c'est des vieux immeubles et qu'ils portent quand même quelque chose. Alors, je sais pas quoi, quelle quantité de poids, mais je sais que c'est pas si simple que ça, en Oui, effet, des fois, oui, oui. de péter des murs. Donc bien faire attention. Ouais, bon, bref. Donc, du coup, démolition, ça, je vois. Mhm. Ensuite, attends, j'essaie de réfléchir dans l'ordre un peu des travaux. Alors après, on pourrait peut-être dire l'électricité. Ouais, électricité, du coup, Ouais. comment tu fais? Alors ça va peut-être vous étonner, mais je le fais moi-même, l'électricité. Et ça en fait peur à beaucoup, mais finalement, une fois qu'on connaît la norme, bah c'est pas si technique que ça. Et puis ça nécessite pas beaucoup d'outils. Donc franchement, moi j'ai une pince à dénuder, une pince à découper, quelques sucres ou ago, selon ce que vous préférez. Alors, attends, moi, je connais pas ces mots, hein. Sucre et ago. Je connais pas le mot sucre et ago, Sucre hein. ou ago, c'est des connecteurs entre fils, on va dire, Ok. qui permettent de faire par exemple des ponts, ou, voilà, de Ah connecter oui, c'est différents les trucs. petits trucs en plastique carré, c'est ça, là? Ouais, je vois Exactement, c'est quoi. c'est Ok, ça. ouais, ok. Tu vois, je Voilà, connais. donc ça, ouais, ça, l'électricité, bon, il faut voir si ça parle hein, à la personne. Mais alors, du coup, c'est quoi quand tu dis faut comprendre les normes? Qu'est-ce que tu entends par faut comprendre les normes? Alors, c'est au niveau du tableau électrique. Si tu veux, il y a des disjoncteurs pour chaque ligne électrique. Et ces disjoncteurs ont différents ampérages. Il faut connaître quels ampérages correspondent à quel matériel en face. Donc, si on a un four ou une plaque à induction, ça va pas être pareil. Puis, il y a aussi des diamètres de fil à respecter. Plusieurs diamètres selon si c'est un éclairage ou une prise. Voilà, donc tout ça, c'est sous forme de normes et c'est accessible par tout le monde gratuitement. Il me semble que la société Legrand a fait une norme sur le sujet qui est consultable. Ça s'apprend très bien. Il y a tout ce qu'il faut sur Internet aujourd'hui, c'est la chance qu'on a. On peut vraiment se former sur n'importe quel domaine assez facilement. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse de vous connaître en élec. Et du coup, alors juste pour comprendre, parce que j'essaie de comprendre le truc pour essayer de me projeter, et même pour l'auditeur, si jamais il se dit, ah, pourquoi pas, le tableau électrique, ça c'est un pro qui le pose, et après toi tu poses tous les fils entre le tableau aux besoins d'alimentation de ton logement, On ou peut est-ce tout faire. On peut tu aussi peux, t'as poser le même déjà tableau. posé le tableau. Mais du coup, ça veut dire que le Exactement. tableau, il est connecté à l'arrivée principale d'électricité?
du Oui, logement? voilà. Alors il y a juste cette arrivée principale qui est, c'est pas recommandé de le faire par un particulier. Certains le font, mais c'est vraiment cette arrivée principale là qui est à déléguer un pro. Et puis tout ce qui sort de là au tableau, là, ça peut être fait Mais par du soi-même. coup, alors attends, moi, désolée, hein, mais on va aller dans la technique, mais tu veux dire que l'arrivée principale, c'est genre juste un fil qui débarque avec un compteur électrique, j'imagine? Avec un disjoncteur différentiel. Ok. C'est un boîtier qui est à côté du tableau électrique en général, à côté du link. Et donc de ce disjoncteur différentiel, après ça va au tableau électrique du logement. Donc en gros, le professionnel s'arrête au Linky, en fait. C'est ça. Juste, et il a un petit boîtier, comme tu dis, différentiel. Voilà, Et après, toi, tu connectes tout ça à ton tableau électrique. Ça, c'est possible. c'est ça. Ouais, c'est ce qui est recommandé. Et sachant qu'on peut quand même tout faire si on est motivé. Bah oui, mais en même temps, c'est logique parce que si tu veux faire, entre guillemets, ton électricité tout seul, il faut que tu décides le nombre d'arrivées que tu as besoin sur ton tableau électrique. Mm. Je vais mettre 5 ampoules, machin, 3 fours. Enfin, je sais pas comment tu t'organises ton tableau, mais en gros, tu Oui, l'organises un peu comme tu veux par rapport aux besoins de ton logement. Et en effet, donc c'est exactement. logique Mm. que tu puisses être autonome sur cette partie. Mm. Voilà. Donc, c'est dingue. Et donc, tu as commencé ça dès la première maison que tu as achetée ou tu as aussi fait ça Oui, 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 tout à fait. Avec du coup l'aide de mon compagnon qui s'était bien motivé pour regarder tous les tutos. C'est lui qui m'a lancé dans ce sujet. Il a fait beaucoup par lui-même le début. Voilà, après ça m'a aidé à refaire ensuite celui de Lyon par la suite. Eh ben, nickel. Après, en notre corps de métier, on peut avoir le placo. Donc ça, j'ai un petit peu fait, mais vraiment pas beaucoup. Mais beaucoup disent que c'est pas très compliqué non plus. Donc, de poser des rails, poser les plaques de placo. Et ça, pourquoi t'as pas aimé faire ou que t'as pas choisi de le faire? Parce qu'il n'y avait pas forcément besoin dans les premiers logements que j'ai eus. Puis ensuite, parce que c'est quand même des charges assez lourdes, les plaques de placo. Ok. Donc j'ai préféré déléguer ça. Puis au niveau des bandes de joints et des enduits, c'est quelque chose qui me fait assez peur et qui est assez technique pour moi. Ok. J'ai préféré que ce soit bien fait plutôt que de voir après des traces de joints sur mes murs. Ok. Voilà, mais après pour quelqu'un qui est manuel et bricoleur, c'est tout à fait envisageable le placo. Ok. Moi, je me rappelle aussi les électriciens. Alors, je sais pas à quel point tu rénoves par rapport aux fils électriques et tout, mais je sais que de poser les rails et de tirer les fils avant de poser le placo sur les rails, toi, du coup, tu fais ça, c'est-à-dire que les gens, ils viennent, ils posent leurs rails. Oui, exactement. Toi, ensuite, tu t'occupes de mettre tous les fils d'électricité comme tu veux, et après, ils font le placo. Et après, il plaque. Ouais, c'est dans cet ordre-là, Ok, ok. effectivement. Ok, donc tu les rappelles quand t'as dit, ouais, c'est bon, j'ai fini de faire mon électricité, vous pouvez venir Oui, voilà. mettre Ouais, les ouais, plaques, il y a quoi. vraiment, il y a beaucoup de coordination entre le plaquiste et l'électricien. Ouais, ouais. Ok, moi je me rappelle encore que dans un des immeubles, on était venu faire la visite. Bon, moi je suis pas très utile hein, sur le chantier au côté travaux, mais j'ai mon petit avis quand même. Et du coup, je me rappelle encore, j'arrive et tout, mais je dis, mais du coup, il n'y a pas d'interrupteur et tout pour allumer l'ampoule là? Et en fait, la personne avait carrément mis tu sais, la toile de verre sur le trou qui était prévu pour Ah oui, l'interrupteur. d'accord. Et du coup, bah, on voyait plus où était l'interrupteur parce que ça avait été bouché en fait avec la toile de Et verre. oui, Il ça avait avait été oublié. recouvert. Ouais, ouais. Mm. Bon, bref. Ok, donc ça j'ai compris. Ensuite, la plomberie, ça t'a dit, tu te sens pas encore de la faire toute seule? Non, ça, j'ai délégué. Même si avec les matériaux d'aujourd'hui, c'est assez simple, parce qu'on n'a plus de soudure comme avant. C'est des matériaux qui se manient assez bien. Donc peut-être une perspective de métier à apprendre par la suite. Puis c'est assez utile pour toutes les réparations, les dépannages, d'avoir quelques notions de plomberie. Voilà, bon, je change des mitigeurs, mais c'est tout. Ok, Mais c'est déjà bien. c'est déjà pas mal, ouais. Et du coup, après, en termes de peinture, toi, tu mets de la toile de verre ou pas avant de peindre enfin dans dans tes biens locatifs ou... Je l'ai fait une fois en rénovation sur un logement où il y avait un papier peint en bon état, que j'avais pas envie de tout décoller et tout réenduire après. Donc là, j'ai effectivement mis par-dessus une toile de verre peint et puis ça fait un résultat assez propre. C'est pas le plus moderne, c'est pas voilà ce que les gens préfèrent, mais c'est utile, c'est rapide et très économique. Donc ça, c'est une solution. Et sinon, quand c'est en création avec du placo, ça c'est très facile de peindre par-dessus. Je dirais que n'importe qui peut le faire.
Et du coup, ça m'intéresse aussi. Est-ce que tu utilises des peintures spéciales? Parce que moi, je sais que je suis une psychopathe des trucs qu'on respire et tout. Du coup, tu prends des peintures pas chères ou enfin, tu t'es renseigné sur la partie nocive de respiration des peintures? Alors apparemment, les peintures à l'eau qui se font couramment aujourd'hui, c'est pas nocif. Ok. Voilà, c'était plutôt les peintures. Je sais plus quel type c'était, mais aujourd'hui, les peintures à l'eau, il n'y a pas de souci particulier. Et effectivement, la qualité, ça joue beaucoup sur le rendu final. Donc après, faut suivre les conseils des artisans. Donc là, par exemple, il y a une chaîne qui s'appelle Comptoir de l'Ours. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ça, apparemment, c'est des produits de très bonne qualité. Ok. Niveau peinture, voilà. Le mieux, c'est de se renseigner auprès des artisans locaux sur ce qu'ils utilisent. Ouais. Après, personnellement, je vois pas d'énormes différences sur les rendus, à moins d'un éclairage particulier. Bon, ça, j'imagine que c'est l'œil du pro qui le détecte. Ouais. Ok. Donc du coup, donc sur les peintures, en fait, tu me rassures. Tu veux dire qu'en fait, les peintures à l'eau classiques sont pas particulièrement nocives parce que je sais quand même qu'il y a un marché sur les peintures soi-disant écologiques et non nocives. Enfin, moi, j'avais déjà vu il me semble que j'avais quelqu'un dans mon entourage qui avait acheté des peintures exprès parce que c'était un bébé qui allait naître et du coup, elle avait mis une peinture spéciale dans la chambre du bébé pour que ce soit pas nocif pour son bébé, etc. Mhm. Ça, du coup, c'est du marketing ou c'est vraiment vrai? Certainement qu'il y a des choses à améliorer, hein, même dans les peintures à eau. Mais à mon avis, si on laisse bien aérer la pièce, pour moi, il n'y a pas vraiment de danger particulier sur les peintures à eau. Mais Ok. c'est sûr, s'il y a un bébé, peut-être que ça vaut le coup de se pencher sur la question. Ouais, non, mais je sais qu'ils vendent des Ouais. peintures 2 fois plus chères ou je sais pas, enfin, tu sais, pour, Mm, mm. parce Ouais, que oui, voilà, le effectivement, faut marché, voir il est si c'est du là et marketing ou si c'est réel. c'est ça qui est pas facile avec l'écologie, ouais, des fois. Ok. Donc, du coup, les peintures, donc, tu les fais toi-même. Oui. Même les plafonds aussi, t'arrives à peindre les plafonds, toi-même et tout? Ouais, alors ça fait mal au bras et à la nuque, mais oui, ça se fait. Bon, là, pour le garage que je suis en train de rénover, je l'ai délégué parce que le plafond est très haut. Mais ça se fait avec des outils, par exemple une perche, ça peut être un peu plus facile. Et ensuite, pour les sols, J'ai ma petite technique que je fais dans chaque appartement. C'est du parquet stratifié qu'on peut trouver à environ 20 € du mètre carré. Chez Laura Merlin, il y en a un très bien. D'ailleurs, j'ai fait un petit reel sur la référence du parquet que j'utilise. Le rendu est superbe. C'est facile à poser par soi-même parce qu'il n'y a pas de colle. En fait, c'est une pose flottante, donc ça se clipse entre lames. Il faut avoir quand même du matériel pour couper, pour faire les découpes. Mais à part ça, c'est très facile à apprendre. et du coup, tu mets quelque chose en dessous, enfin, parce que ça dépend du sol qui est en dessous, est-ce que tu dois faire un ragréage ou t'as pas Il vaut mieux forcément que le besoin? sol soit assez plan. Si c'est du carrelage ou quelque chose de stable, on peut le mettre directement par-dessus avec une couche d'isolant avant de mettre le parquet. Par contre, si c'est du flottant, là, il vaut mieux l'enlever pour repartir sur une base stable. Ok. Mais voilà, effectivement, les vieux carrelages des années 70 qu'on veut plus voir, il suffit de mettre une couche d'isolant par-dessus, le stratifier, et puis voilà, c'est fini, ça fait un beau parquet moderne et fonctionnel et solide en plus. Ok, parce que moi, en fait, je sais que nous, sur tous nos biens, alors il y avait toujours 2 options. Soit on arrivait à garder l'existant. Bon, ça c'est merveilleux quand on a un existant qui vient, très bien. Ouais. Et par contre, nous, on a toujours pris du PVC, mais du genre grand passage, Oui, en mode on veut être sûr que ça dure pendant 20 ans, 25 ans et oui, qu'il n'y ait oui, pas de ouais. souci, tu vois. Parce que moi, c'est Mm. vrai que j'ai peut-être un a priori, peut-être pas fondé, j'en sais rien, mais pour moi, le parquet flottant, moi, j'ai plus peur que ça dure pas dans le temps. Alors que je me dis, je Oui, sais je pas, vois qu'est-ce ce que que t'en tu veux penses? Si dire. tu veux ne pas être d'accord, t'as le droit de pas être d'accord. Et ouais, j'ai pas de retour du tout sur le PVC. Sur le parquet, c'est vrai que je prends à chaque fois l'usage intensif pour être Ouais. sûr. Mais effectivement, j'ai pas assez d'années d'investissement pour te dire comment ça évolue dans le temps. Mais qu'au bout de 3 ans, c'est pareil. Ouais. Parce que Ouais. moi, j'avais été locataire justement dans des appartes en parquet flottant. Et en fait, tu sais, des fois, il y a des endroits, je sais pas pourquoi, ça commence à sonner creux quand tu passes. Et puis, il suffit qu'il y ait un mini dégât des eaux, que tu t'en sois pas Oui, rendu compte pendant ça s'infile par-dessus. 24 Ouais. heures.
Bah, tu sais, tout de suite, tu sais, t'as les espèces de lames. Alors, je fais un truc avec mes mains, mais tu sais, entre les rainures, ça se décolle un peu et du coup, ça fait moche. Enfin, C'est sûr voilà. qu'il y a ce risque-là Ouais, je sais de pas. dégâts Mais des peut-être eaux. que celui de Leroy Merlin est très bien. En tout cas, pour l'instant, j'en suis contente. Ok. À voir si ça dure dans le temps. Mais Bah c'est quelque ouais. chose de facile à faire aussi. Mais au moins, c'est facile à faire. Mais en même temps, je sais pas, les plaques de PVC, ça doit pas être compliqué non plus, non? J'en sais rien. Parce que ça Non, doit je être pense pas non acclipsé plus. aussi. Ouais, ouais. Ouais. Mm. Ok. Ok. Bah, en tout cas, je trouve que c'est cool parce que du coup, tu fais la démolition, tu fais l'électricité, le placo, tu délègues, la plomberie, tu délègues, Mhm. tu fais la peinture toi-même, Oui, les sols toi-même. Donc, c'est pas mal. Du coup, ça te permet quand même de pas mal réduire la facture finale de tes travaux, quoi. tout à fait. Ok. Mm. Bon, bah, j'espère que ça motive des gens. Mais il faut avoir quand même le temps et l'envie. Alors, du coup, comment tu t'organises? Parce que tu travailles à temps plein. Oui, voilà. Alors, souvent, les travaux, c'est pendant les week-ends, les vacances. Puis j'ai la chance d'avoir un temps partiel quand même à 90%, donc ça laisse une demi-journée par semaine. Donc je m'organise comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut être motivé de le faire sur son temps libre si on a un boulot à côté. Donc c'est pour ça que vraiment certains délèguent parce que ça peut faire gagner beaucoup de temps au lieu de mettre 4-5 mois à faire soi-même quelque chose. Si c'est fait en un mois, ben forcément on touche après des loyers beaucoup plus tôt. Donc tout ça, ça se calcule en fonction de la situation. Mais il y a cet aspect quand même de fierté d'avoir fait quelque chose par soi-même qui est pas à négliger. Bah ouais, non, mais c'est trop bien. Trop, trop bien. Et du coup, alors, donc attends, donc là, on a déjà vu ensemble toute la partie un peu faire ses travaux soi-même en partie. Je trouve ça génial et admirable et bravo et chapeau, quoi. Merci. Et du coup, le point que je voulais en revenir, donc, dans tes invests, on en était à, t'avais donc, alors attends, je reprends. T'avais fait un achat-revente, entre guillemets, d'une résidence principale que tu as revendue au bout de 3 ans. Ensuite, tu as acheté ta soi-disant résidence principale qui est vite à Lyon, qui est vite s'est transformée en location courte durée. Je voulais en venir d'ailleurs à ce point-là. Comment tu as fait pour, comme tu disais, après, tu es parti à Avignon. Enfin, je sais plus où tu es parti, mais tu es parti, C'est c'est ça, ça. à Ouais. Avignon. Et du coup, comment tu as fait pour déléguer la gestion de ta location courte durée? Et est-ce que tu as fait un petit peu toi-même au début Très et intéressant cette question. ensuite tu as délégué? Ou est-ce que tu as tout de suite délégué? Enfin, comment t'en es venu un petit peu à faire le switch là? Alors moi, ma stratégie, c'est de pas tout déléguer non plus. Je garde tout ce qui est échange avec les voyageurs, gestion du calendrier, des prix. Et par contre, j'ai une femme de ménage qui s'occupe des ménages entre chaque client et aussi des lessives. Elle a son propre jeu de clés et en fait, c'est elle qui gère vraiment sur place tout ce qu'il y a à faire. Ce qui fait que moi, j'ai plus besoin de retourner à l'appartement. Il y a la solution conciergerie, mais qui est vite assez chère puisque la commission c'est entre 20 et 30% selon les conciergeries. Donc je pense qu'un juste milieu, c'est de gérer par soi-même quand même son annonce, de trouver du bon personnel de ménage sur place. C'est pas la chose la plus facile d'ailleurs, mais en faisant comme ça permet de garder une bonne rentabilité et de se déléguer de beaucoup de choses et de charges mentales, quoi. Et du coup, tu as réussi comment dire, à aménager les choses. Tu as une boîte à clés, tu as tout un petit système pour que ce soit le plus autonome possible. Oui. Oui, il y a tout cet aspect automatisation qu'il faut réfléchir et qui est différent selon le logement. Là, j'ai eu la chance que l'interphone soit connecté en fait à mon portable et que je peux l'ouvrir à distance. C'est pas Ah le cas de toutes les ouais. copropriétés. Après, ça peut aussi se demander en AG de faire des systèmes à distance, ça se fait de plus en plus. Et puis sur ma porte, il y a une boîte à clés effectivement une fois que les gens sont rentrés dans la résidence. Donc ça permet d'entrer et sortir en toute autonomie. Et c'est vrai que c'est une condition vraiment importante pour pouvoir gérer à distance sa location courte durée. Et du coup, je me posais la question parce que au départ, tu avais acheté ce bien en mode j'achète ma résidence principale et tu as eu un coup de bol dans le règlement de copropriété, ça a autorisé la location courte durée. Oui, c'était pas du tout prévu, mais ouais, j'ai eu quand même de la chance parce que j'avais pas réfléchi comme ça. Et quand tu t'es dit, tiens, je vais faire la location courte durée, tu t'es dit, attends, faut que je vérifie dans le règlement de copro ou comment? Tu sais, Oui, j'ai vérifié. Alors au début, c'était de la location courte durée que quand j'étais en vacances, donc ça restait une résidence principale, mais avec quelques dates en courte durée. Puis ensuite, je me suis dit, bah, je vais le faire toute l'année. et ça, est-ce qu'il faut l'autorisation de la copro pour faire ça ou pas?
Il me semble pas qu'il y ait besoin de l'autorisation parce que ça reste, Parce que c'est pas une vraie activité commerciale, du coup. c'est ça reste ponctuel et l'usage principal de l'habitation reste de la résidence principale. Donc je pense pas qu'il y ait besoin de l'autorisation. Ok, ça je savais pas, tu vois. Et du coup, donc, tu as vérifié et tu as pu passer en... Donc, tu as commencé, en fait, en te disant, je le fais pendant les vacances. Oui. Et ensuite, tu as tout doucement basculé en te disant, bah attends, je veux déménager, autant que je le mette complètement au lieu de rendre l'appart, quoi. C'était ça, un peu la logique. Voilà, c'était ça. Ok. Mais c'était pas prévu comme ça au début. Comme quoi, on peut aussi adapter sa stratégie et trouver des nouvelles manières d'investir sans y avoir pensé forcément avant. Et du coup, tu n'as qu'une seule personne qui fait le ménage sur place, c'est-à-dire que si elle est absente ou malade, enfin, t'es mal barré, quoi. Enfin, Oui, Ouais, oui, oui. ok. Non, c'était Ça, juste c'est pour sûr. savoir. Mais c'est bien d'avoir aussi des contacts de remplaçants au cas où. Et pour l'instant, j'ai pas eu de problème, donc Ok. tout va bien. Et, Mais c'est sûr que c'est pas c'est pas très stable comme situation. et parce que j'entends, je discutais en fait, en vrai, j'ai interviewé aussi Magali sur le podcast. Alors, c'est un interview que j'ai enregistré la veille de celui-là, mais bon, je sais pas dans quel ordre il va sortir. Donc, mais du coup, elle me disait que malgré tout, en fait, ça lui demandait une charge mentale permanente parce qu'en fait, elle devait toujours garder son téléphone allumé parce que comme c'est elle qui gérait quand même les entrées-sorties, au cas où quelqu'un était bloqué dehors, au cas où que pour X raison il y avait un petit souci, est-ce que toi aussi tu le ressens ça ou pas? Un petit peu, surtout au début, en fait, quand on commence. Et puis après, quand tout le process est bien mis en place, qu'on a confiance en son personnel, la charge diminue petit à petit. Mais c'est sûr qu'elle est quand même là, hein, par rapport à un investissement longue durée. Il faut, oui, être joignable à tout moment s'il y a un souci. Effectivement, voilà, faut l'avoir en tête, hein. Après, on n'a rien sans rien. C'est une rentabilité énorme, mais aussi une charge mentale. Mais justement, c'est intéressant que tu soulèves ça parce que je suis en train de revenir un peu sur ça. Parce qu'avant, je me disais la courte durée, c'est génial, c'est du cash flow, c'est des bénéfices nets assez élevés. Mais finalement, on voit que la longue durée a aussi beaucoup d'avantages. Et à mon avis, il va en avoir de plus en plus dans les années à venir. On y reviendra après sur le sujet de l'écologie. Bah ouais. Alors du coup, t'as fait parce que quand même, quand t'es arrivé à Avignon, tu t'es pas dit je veux faire de la location courte durée, tu t'es dit je veux faire de la longue durée. Oui, oui, Ouais, c'est plutôt. ça qui est intéressant. Du coup, pourquoi tu t'es dit tiens, je vais faire la longue durée comment t'as cheminé? Parce que Pour pas avoir à gérer quand même 2 logements en courte durée. Puis aussi parce que j'étais pas sûre du taux de remplissage à l'année sur Avignon, le logement étant pas dans l'hypercentre. Là, ce que j'ai fait aussi, qui peut être intéressant dans certaines villes, c'est de mixer des beaux étudiants de septembre à juin, et ensuite du saisonnier en juillet et août. Donc ça, c'est voilà un mix des deux qui fonctionne bien si la ville est à la fois étudiante et un peu touristique l'été. Voilà, c'est ce que je fais. Comme ça, je sais que faut que je m'en occupe en juillet et août, et puis le reste de l'année, ça tourne. donc là, c'est ce que t'as prévu. Il y a des logements là que tu vas basculer en courte durée, notamment le. Donc t'as fait un premier appart, c'est ça, quand t'es arrivé à Avignon, que Oui, t'as mis direct en location longue durée, que oui, t'as c'est ça. rénové aussi un peu toi-même. Oui, alors là, c'était même carrément un cabinet médical au début que j'ai transformé en T2. Voilà, donc il y avait le réseau de plomberie à créer, la cuisine, et puis voilà, faire des cloisons pour aménager les pièces. Donc ça, c'était aussi assez intéressant de changer la fonction d'un lieu et de passer d'une activité libérale à de l'habitation, quoi. Ok. Et ensuite, du coup, donc ça, c'était le deuxième investissement que tu as fait. Et là, tu avais dit les trois derniers, donc tu avais une dépendance dans la maison de tes parents, c'est ça? Exactement. Plus deux apparts. Oui, toujours dans la région autour d'Avignon. Et comment tu fais pour les trouver, tes apparts? Ça m'intéresse. Alors au tout début, quand on débute, c'est le bon coin. Et puis on essaye de négocier un peu le prix pour voilà, pour avoir une bonne affaire, parce que bon, sur le bon coin, il n'y a pas forcément les meilleurs plans. Là, en l'occurrence, comme c'était un cabinet médical, les gens voulaient pas trop se lancer. Il y avait un petit peu ce côté travaux, transformation d'un local qui freinait peut-être les gens. Donc là, j'ai pu le négocier. Et ensuite, ce qui est vraiment intéressant à faire si vous restez dans un domaine, c'est de bien connaître les agents immobiliers du secteur.
et de leur faire comprendre que vous êtes investisseur, que vous êtes sérieux, que si vous vous lancez dans un projet, vous allez aller au bout. Et là, à ce moment-là, les agents peuvent commencer à proposer des biens avant leur commercialisation. Et c'est ce qui m'est arrivé là pour le dernier logement que je vais acheter à Avignon. En fait, l'agent immobilier me l'a présenté en première. J'ai pu faire mon offre dans la journée avant qu'il y ait d'autres visites. Donc ça permet d'avoir accès à des projets intéressants. Donc développer son réseau d'agents immobiliers, c'est important, je pense, quand on est vraiment accès. Aujourd'hui, du coup, tu es installée à Avignon et du coup, tu as vraiment ton réseau aussi local, tout devient plus facile? Oui, carrément, oui. Au réseau d'artisans aussi, voilà, tous les métiers du bâtiment, c'est vrai qu'on commence à connaître, c'est plus facile, je dirais. Et je me demandais, du coup, toi, tu as acheté tout en nom propre ou est-ce que tu t'es mis maintenant Pour l'instant, tout en nom propre. Là, j'arrive à ma capacité d'endettement maximum. Ok, ouais, j'allais t'en parler. Je vais devoir parler. réfléchir à d'autres stratégies. Ok. Donc après, ça peut être de l'association avec des gens de sa famille. Il faut trouver d'autres moyens de continuer. Ça peut être en société aussi. Mais c'est vrai que c'est le problème de nombreux investisseurs aujourd'hui, hein. C'est trouver le financement. Après, ça peut être aussi d'arbitrer et de revendre d'anciens biens. Alors moi, j'y suis pas du tout préparée parce que vu que j'ai mis quand même du temps, de l'énergie dans les rénovations, il y a un côté quand même émotionnel, je dirais. Et puis surtout et que tu dur, dois... Bah ouais. Et surtout que tu dois avoir des prêts qui sont intéressants parce que c'est des prêts d'il y a quelques années, il y a pas très longtemps, avec des taux hyper intéressants. Donc arbitrer Exactement. et casser un prêt aussi précieux que ceux qu'on a eu avant. Bon, en effet, ça peut quand même être utile, hein, parce que je veux pas faut pas non plus se bloquer dans ces investissements à cause de ça. Mais ok. Et du coup, tu as réussi à obtenir des prêts là en 2023 parce que tu disais que tes dernières acquisitions, elles sont assez récentes. Donc, oui. Et tu as eu un peu de difficultés? Comment ça se passe? Ouais, j'ai eu des difficultés. Alors après, je me suis servi aussi de conseils d'investisseurs. Donc, je pourrais pas tout dévoiler aujourd'hui. Ok. Mais en tout cas, c'est important d'avoir le retour de certains investisseurs qui ont trouvé aussi des moyens de mieux présenter les dossiers aux banques, par exemple. Donc voilà, je dirais pas plus, mais je recommanderais quelques ressources en fin de podcast, si tu veux bien. Ok. Pour des gens qui chercheraient des astuces, plus concrètes. Ah ouais, là, t'as teasé toute l'audience. Moi, j'ai peut-être ma petite idée, mais j'ai peut-être ma petite idée. Mais du coup, en gros, tes deux derniers achats, ils sont rapprochés? Oui. Alors là, je vais signer le compromis pour le dernier. Et puis l'avant-dernier, je viens d'avoir les clés. Donc ouais, c'est assez rapproché, mais ok. C'est pas non plus en même temps. Ok. Ouais, donc mais là, t'en as trop dit. Comment? Trop dit ou pas assez, c'est ça. Tu vois, mais du coup, je sais pas, tu peux rien dire du tout sur ta façon d'avoir réussi à une ou deux astuces pour les gens qui nous écoutent. Parce que c'est... Oui, je peux quand même donner une ou deux astuces. C'est la première, d'avoir vraiment un dossier béton. Il peut y avoir des modèles de dossiers bancaires avec vraiment toutes les pièces bien organisées. Donc tout ça montre vraiment du sérieux aux banquiers. Puis il y a de plus en plus de banquiers en fait qui comprennent les projets des investisseurs. Ça reste encore rare, mais on peut tomber sur des bons interlocuteurs qui acceptent finalement de dépasser ces contraintes de taux d'endettement. S'ils se rendent compte qu'un projet est rentable, ils peuvent faire quelques exceptions. Et puis une autre astuce, c'est peut-être de viser les banques qui prennent en compte les revenus courte durée, parce que ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Donc parfois, on va vous dire non, Airbnb, on prend pas en compte parce que c'est pas pérenne. Donc on va vous faire une simulation d'une longue durée, mais qui du coup est au rabais. Donc là, moi, par exemple, j'ai le Crédit Agricole qui a pris en compte des revenus Airbnb. Et là, forcément, votre taux d'endettement, il diminue énormément. Si vous avez des revenus courte durée, c'est quand même des sommes parfois assez élevées par rapport à un loyer longue durée. Donc voilà, je cite que Crédit Agricole, Caisse d'épargne également, qui sont deux bonnes banques selon moi pour les investisseurs et qui considèrent les loyers courte durée et un peu plus de 70% des loyers longue durée. Ouais, donc ça aide. Et du coup, là, tu sais, là, avec le dernier compromis que tu as signé, tu vas dépasser ton taux d'endettement maximum et tu vas devoir être dans des
comment dire, dans des exceptions, dans les fameuses exceptions, les tolérances que les banques ont de dossiers qui ne rentrent pas dans tous les critères et t'es confiante là sur ce compromis que tu viens de signer pour trouver ce financement? Oui. Ouais. Oui, j'espère. De toute façon, on n'a pas le choix, faut bien se lancer, hein. Oui, c'est ça. L'avantage, c'est que on met une condition suspensive de financement et si on l'obtient pas, on peut se retirer de la vente. Alors c'est toujours décevant de faire ça et puis ça déçoit également l'agent immobilier qui a donné l'affaire. Donc on va vraiment, on fait tout pour que ça passe et voilà. Mais je pense qu'à partir du moment où on a quelques projets déjà derrière soi, qu'on a un peu plus d'expérience, de légitimité, ça passe mieux déjà au niveau des banquiers. Voilà, il y a une façon de présenter qui peut-être donne plus confiance. Ok. Et du coup, attends, j'ai un petit moment là qu'on papote. Mais oui, ça passe vite. Mais du coup, on n'en est pas encore vraiment arrivé à l'écologie aussi, parce que tu as tout un pan, je sais, notamment dans ton compte Instagram qui est Pauline Immo Durable, c'est ça? C'est ça. Et du coup, comment t'en es venue, enfin, quelle a été ta réflexion par rapport à l'écologie et les investissements que tu as fait? Est-ce que tu étais écolo, entre guillemets, avant? Est-ce que c'est quelque chose qui est né en toi au fur et à mesure aussi des années et de maturité et des questions que tu t'es posées? Enfin, comment c'est venu cette sensibilité? Déjà, dans ma formation, il y avait quand même un fort aspect écologique puisque c'est une école qui est dite l'école de l'aménagement durable des territoires. Donc, il y a déjà un peu ça. L'écologie, c'est sûr que ça m'a toujours interrogée en voyant l'évolution de la planète, etc. Bon, sans être catastrophiste non plus. Et puis, je suis pas non plus irréprochable en écologie. Hein. Je continue à prendre l'avion. Voilà, il y a plein de choses. Donc, je me dis pas non plus un exemple en écologie. Mais ensuite, ce qui m'a vraiment frappée, c'est quand j'ai commencé à voir les réglementations sur le DPE et le fait qu'on allait carrément interdire à la location des logements énergivores. Donc là, je me suis dit, ça va quand même changer le marché de l'immobilier parce que j'ai recherché certains chiffres. Alors, je les ai sous les yeux là. Par exemple, les logements qui sont E, F ou G, ça représente quand même 40% du parc immobilier français. Donc, c'est énorme. Et on va interdire à la location 40% actuellement des biens. Donc là, je me suis dit, il faut absolument prendre en compte l'aspect écologique dans l'immobilier. Parce que sinon, des gens qui ont des passoires énergétiques pourront plus être rentables comme avant. Soit ils vont revendre, soit ils vont se mettre aux travaux de rénovation énergétique pour pouvoir garder leur rentabilité. Mais alors, moi, c'est intéressant, c'est super intéressant ce chiffre, parce que moi, je me rappelle encore, on a signé notre résidence principale chez le notaire en 2023 et on a eu une discussion avec elle. Et elle nous avait dit, ouais, mais de toute façon, c'est intenable les délais qui se sont fixés, le gouvernement, enfin l'État, en termes de notes énergétiques, c'est juste pas possible. Ils vont forcément revenir dessus, rallonger les délais parce que 40% du parc immobilier en je sais pas exactement combien d'années, du coup, le E va être interdit, mais c'est pas juste techniquement pas concret sur le terrain réalisable. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il y a énormément d'arguments comme ça. Les logements E, c'est 2034, je crois. Donc, on a quand même encore 10 ans. 11 ans. Donc, moi, ça me paraît pas non plus intenable parce que c'est sûr que quand on regarde l'ensemble des logements, c'est gigantesque. Mais si chaque investisseur fait sa part de rénovation énergétique, pour moi, c'est largement faisable. Surtout que quand on commence à s'intéresser au calcul du DPE, on se rend compte que c'est pas si compliqué dans certains cas de gagner une lettre. Donc, à mon avis, il y en a plein qui sont contre et qui espèrent que il va y avoir des rallonges. Mais moi, je pense que c'est quand même une bonne chose pour sensibiliser les personnes à la consommation énergétique. Et c'est réalisable. Alors, pas dans tous les cas, mais il faut savoir qu'il y a quand même des dérogations. Et ça, je pourrais en parler. Il y a des cas où on n'est pas obligé de respecter le DPE et où on pourra continuer à louer des passoires. Notamment quand il y a de l'esthétique, un patrimoine historique ou des travaux qui sont en ordre. Parce que justement, je vais te raconter un peu notre parcours. En tout cas, juste pour préciser, du coup, quand je parlais de la notaire, elle n'était pas contre les lois, elle disait juste qu'elles n'étaient pas forcément en raccord avec le terrain et qu'il y aura peut-être des aménagements à faire, en effet. Parce que nous, par exemple, avec Cyril, nous, on est en patrimoine historique avec autorisation des architectes du bâtiment de France.
Oui. Et nous, on a quand même la fibre de faire les choses bien, de vouloir faire les trucs de façon écologique, etc. Typiquement, il y avait des volets sur des vieux volets archi moches et qui ne marchaient plus bien manuels, tu vois, dans l'un des immeubles qu'on a acheté. Et les architectes du bâtiment de France, bah, ils disaient, bah ouais, mais du coup, donc là, vous devez refaire les fenêtres en bois, machin, avec les critères, etc., spécifiques du centre-ville. Et en plus de ça, interdiction de remettre des volets dessus. Donc, on respecte du coup les architectes du bâtiment de France. On met des super fenêtres, top double vitrage, machin, nanana. En plus, on avait mis à l'avant on avait vraiment mis le prix dans des super fenêtres. Et la DPE, vous n'avez pas de volets? Bah non, on nous a dit de ne pas en remettre. Je sais, nous, on aurait bien voulu en remettre, mais ça fait des points en moins pour le DPE. Et puis, tu sais, tu te dis, attends, mettez-vous d'accord, les amis. Donc, tu sais, t'as un côté un peu injustice. Tu te dis, non, mais attends. Et du coup, moi, ça m'énerve énormément parce qu'on a mis des budgets de dingue pour refaire correctement les choses. Et après, t'es là en mode, l'administration se met pas d'accord. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses un peu de tout ça? C'est vrai que ça, c'est un truc compliqué, quoi. Et ouais, c'est sûr. Vous rentrez dans une des dérogations. Et ça, il n'y a pas du tout de communication dessus, bizarrement. Mais si vous décidez de faire des travaux de rénovation énergétique, donc là, ce sera en l'occurrence de mettre des volets, et que c'est refusé soit par la copropriété, soit par la mairie ou les ABF, par exemple. Donc, si vous prouvez que ces travaux ont été refusés, vous n'êtes plus soumis à l'interdiction de location. Ok. Même si vous avez un logement classé E, F ou G. En fait, ça vous enlève de cette interdiction. C'est super malin, mais tu vois, ça faut le savoir à l'avance parce que faut que je retrouve du coup le document parce que tu vois, à l'époque, nous, on faisait faire ça par un architecte qui gérait le dépôt de permis, etc. Et du coup, souvent, les architectes eux-mêmes étaient en lien avec les ABF et du coup, ils déposaient un dossier qu'ils savaient qui allait être validé, donc sans les voler. Donc, tu vois, on n'a pas forcément un endroit écrit avec refus de voler. Enfin, bon, tu vois, il va falloir que... Mais oui, c'est ça, il faut le savoir. Et ouais. Peut-être que vous pouvez redéposer une demande, vous l'avoir refusée, et du coup être non soumis à l'interdiction. Voilà, exonéré de l'interdiction. Super intéressant. Ok, tu vois. Voilà, c'est cadeau. Ouais, du coup, comment tu vois le truc, c'est qu'il y aura quand même des évolutions de peaufinage, de dérogation, etc., pour que tous les gens qui sont de bonne volonté. Oui, tout à fait. Ouais, je pense que, notamment dans les secteurs historiques, pour moi, même si j'ai une sensibilité écologique, quand même, ce qui prime, c'est le paysage architectural, le patrimoine français. On peut pas se permettre de dénaturer le bâti. Voilà, pour certains logements, même s'ils sont énergivores, il faut trouver d'autres manières d'améliorer. Mais pour moi, entre une isolation par l'extérieur sur un mur en pierre magnifique, non, je garde le mur en pierre. Donc pour moi, c'est intéressant quand même qu'il y ait des dérogations, voilà, sur certains cas. Mais il faut les connaître et il n'y a pas d'intérêt pour l'instant à communiquer dessus, donc j'en parle. Et c'est intéressant que les gens le sachent. C'est en aucun cas un encouragement à ne plus faire aucun travaux de rénovation énergétique, mais c'est en tout cas de savoir qu'il y a des souplesses, et tant mieux, parce qu'on peut pas tout permettre non plus. Ouais, du coup, ouais, c'est exactement ça. C'est que de toute façon, moi, c'est ce que je dis aussi aux personnes qu'on accompagne, c'est je leur dis, vous faites de votre mieux par rapport à la situation, ce que vous pouvez faire. Enfin, à un moment donné, oui, après, il y a des questions aussi de budget et d'aide. Donc ça, ce serait pas mal aussi qu'on en parle. Nous, je sais que typiquement, là, il y avait quelqu'un que je connaissais qui avait un parc immobilier. Mais alors, comme quoi, en fait, il y a des exceptions pour les aides. Et en réalité, en fait, quand tu as des bons revenus, tu n'en as pas tant que ça, des aides. Oui. Au final, parce que c'est indexé au salaire des personnes, enfin, des revenus du foyer. Oui, sur certaines aides, oui. Mais par contre, tout revenu peut avoir accès à des aides. Elles seront moindres sur certains dispositifs. Par contre, sur un conventionnement ANA, par exemple, ou un programme Action Cœur de Ville qui concerne des immeubles, même avec des gros revenus, il peut y avoir des aides conséquentes. Ouais, ok. Action Cœur de Ville et ANA, ok. Ouais, tout à fait. Et du coup, donc toi, quand tu as réalisé tes travaux, est-ce que tu as eu un souci au niveau des matériaux? Est-ce que tu as amélioré les notes DPE de tes logements que tu as acquis? Comment tu as fait les choses?
Alors ça, je le sais pas encore parce que pour le cabinet médical, il était déjà bien noté, donc ça, c'est resté bien noté. J'ai pas refait de DPE pour celui de Lyon parce qu'en courte durée, Il n'y a pas on besoin, me ouais. demande pas encore de le fournir, même si ça va peut-être changer ça. Par contre, là, j'ai un sujet sur l'appartement que je suis en train de rénover à Orange, qui est classé E. Donc là, je vais changer le système de chauffage, je vais mettre une pompe à chaleur. Il va y avoir une isolation par l'extérieur, par la copropriété. Donc là, on va voir effectivement quel gain on peut avoir avec tous ces travaux. J'espère passer en C ou D. Et là, c'est quelque chose que je veux vraiment développer sur les prochains investissements, c'est de plutôt cibler les passoires thermiques, des logements qui sont classés F ou G, de venir vraiment les rénover énergétiquement. Parce que c'est bien là, finalement, ils vont être mis à la vente, à mon avis, en masse. On voit déjà que ça commence. Il y a un article de Se Loger qui montre qu'il y a un boom en fait de mise en vente des passoires thermiques déjà maintenant. Donc je laisse imaginer d'ici quelques années quand on va avoir le E qui va commencer à être interdit à la location. L'avantage aussi, c'est que il y a des aides effectivement de l'État pour la rénovation énergétique. Tout ce budget de travaux, bien sûr, si on s'y prend bien niveau comptabilité, fiscalité, il peut être déduit des revenus locatifs. On fait prendre de la valeur aux biens. Pour moi, il y a vraiment que des avantages à cibler des passoires thermiques et les rénover. Donc, c'est vraiment ce style d'investissement sur lequel je vais me concentrer dans les années à venir. Et j'essaye de motiver les gens autour de moi à faire de même parce que c'est à la fois un enrichissement personnel et une bonne rentabilité à terme et aussi une action pour la planète et la société parce qu'on remet un bon confort dans des logements qui parfois étaient indécents au niveau thermique. Donc pour moi, c'est vertueux comme investissement. Ouais, du coup, et c'est chouette parce que du coup, toi, tu vois carrément, donc, il y a eu clairement une opportunité pour racheter des passoires thermiques aujourd'hui. Et toi, donc, du coup, tu veux vraiment te spécialiser. Là, les logements que tu as achetés, pour l'instant, c'est pas encore des passoires thermiques et c'est les prochains que tu vas faire ou tu as déjà acheté des bonnes grosses passoires thermiques? Alors, pas encore, mais les 2 derniers sont eux. Ok. Donc ça commence à être pas mal, mais comme tu dis, maintenant je vise des bonnes grosses passoires thermiques, voire G. Franchement, ça me fait pas peur parce qu'une fois qu'on est formé sur le DPE, sur la rénovation énergétique, on sait ce qu'il faut faire en fonction de tels matériaux, de tel système de chauffage. Et pour moi, c'est justement un nouveau défi de pouvoir emmener un logement qui est G en D, voire C, soyons faux. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est à la fois bien personnellement pour ses finances individuelles et aussi collectivement pour les dépenses énergétiques. Trop bien. Bah écoute, moi je me dis que là, on est pas mal. On a déjà pas mal brossé un peu les choses sur ton parcours et l'écologie. Et en fait, donc je confie à l'audience que, en effet, avec Pauline, on s'est dit qu'on allait faire un petit épisode en plus qui va être publié aux alentours de cet épisode où on va vraiment se focaliser sur les 5 astuces pour améliorer son DPE. Donc, on va s'arrêter là pour cette partie-là de l'épisode. On va raccrocher et on va refaire un deuxième petit épisode. Et si jamais vous voulez le chercher, soit il apparaît bien. Je pense qu'il va apparaître quelques jours après la publication de celui-là. Donc, vous pouvez guetter. Et Pauline, je te remercie déjà pour ce premier épisode. Merci beaucoup, Dorine, et merci à ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. Super. Et on va s'arrêter là et on va attaquer le deuxième petit épisode juste après. Donc, salut et à tout de suite.